Bonjour à tous. Nous allons parler cybersécurité aujourd'hui dans le cadre de ces e-débats, ces rencontres désormais régulières. Le confinement marque, selon certains observateurs, l'avènement de la société numérique. Nous avons vécu enfermés, physiquement, mais reliés au monde grâce aux technologies, grâce à nos ordinateurs, grâce à nos smartphones, grâce au réseau. Et le confinement a placé le numérique au cœur de notre intimité, de notre vie privée. Pourtant, si nous avons continué à protéger nos domiciles, à fermer nos portes à clé, nous sommes nombreux à avoir laissé ouverts nos accès Internet, nos ordinateurs, nos réseaux sociaux. Et manifestement, il faut le constater, nous attachons plus d'importance aux objets matériels qu'aux informations virtuelles. C'est vrai pour les particuliers, c'est vrai pour les entreprises. Et si pendant le confinement, les cambriolages ont chuté, les attaques cyber se sont démultipliées, dès la première semaine de confinement, les cambriolages ont chuté. Les attaques cyber se sont démultipliées. Dès la première semaine de confinement, le nombre de faux sites Internet destinés à piéger les particuliers a bondi de 400% en France. La sécurité dans les espaces virtuels est donc devenue un enjeu essentiel pour les personnes physiques comme pour les personnes morales. À l'heure du big data, de l'open data, du cloud, des objets connectés, des smartphones, du travail collaboratif, les failles de sécurité constituent un moyen de pénétration dans les systèmes de traitement automatisé. Pas une semaine ne passe sans qu'un grand groupe ne soit victime d'une faille majeure. Les agressions sont de plus en plus insidieuses. Elles s'accompagnent de signaux faibles. Elles laissent peu de traces. Elles visent des entreprises pour cartographier puis pénétrer ces réseaux dans le but de dérober des données ou des informations qui se multiplient. Les vols de mots de passe se chiffrent en centaines de millions d'euros, de dollars à travers le monde. Nous en avons encore une illustration, y compris chez les avocats, avec ce cabinet new-yorkais, Grubman, Shire, Mezola, Sachs, qui fait l'objet aujourd'hui d'une opération de demande de rançon après cryptage de l'ensemble des données. Et nous le savons, c'est le secret professionnel, c'est le risque de divulgation des informations et les cabinets d'avocats, évidemment, ne sont pas à l'abri de cette situation. Donc, les actes malveillants, vous l'avez compris, visent à soustraire un savoir-faire particulier, des secrets de fabrique, des brevets, des plans industriels, des projets de recherche en cours, un organigramme, des réponses aux appels d'offres, des fichiers clients. Alors oui, d'autres comportements frauduleux, bien que facilités par la numérisation, vous le savez, il est beaucoup plus simple de télécharger un rapport confidentiel de 300 pages que de le photocopier ou de le photographier. Ces comportements frauduleux sont soumis aux dispositions du droit commun. La chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu le vol de fichiers informatiques appartenant à l'entreprise par un de ses collaborateurs. Alors parfois, la faille de sécurité est inhérente au programme. Elle est divulguée avec, et nous savons que la notification des failles obligatoire aujourd'hui est importante pour justement révéler aux victimes potentielles, au grand public, ces failles. Mais ces failles peuvent se révéler à l'usage d'une application. L'absence de frontières entre la vie professionnelle et la vie personnelle est un facteur aggravant avec l'utilisation du même terminal pour travailler, jouer, envoyer ses courriers personnels comme ses courriers professionnels ou encore l'utilisation de l'ordinateur professionnel pour télécharger des jeux, procéder à des achats en ligne.
et s'y ajoutent bien sûr les comportements tels que l'habitude de ne pas se déconnecter à la fin d'une session sur les réseaux sociaux, ou encore le partage des mots de passe avec une autre personne, ou encore le fait d'échanger avec des inconnus. Alors voilà quelques exemples et réflexions de ce qu'est devenu le monde, notre monde. Un espace virtuel où notre citoyenneté, où la sécurité juridique des échanges se trouve confrontée à une absence de garantie, une absence de protection. Alors le droit, ici, joue tout son rôle et devra le jouer encore plus demain. Il faut que la norme s'impose pour protéger l'état de droit qui se construit aussi dans le cyberespace. C'est un chantier gigantesque dans lequel les avocats, les magistrats, les acteurs du monde judiciaire ont toute leur place à trouver et il est absolument même indispensable qu'ils y soient présents. Nous allons en parler aujourd'hui avec nos invités. Je les remercie pour leur présence. Je voudrais saluer tout d'abord Xavier Leonetti, substitut du procureur. Monsieur le procureur, merci d'être avec nous. Vous siégez au parquet économique et financier du tribunal judiciaire de Marseille et vous vous intéressez de très près à ces questions. Je sais que vous devez publier prochainement chez PUF un ouvrage, Smart Sécurité et Cyberjustice, dont la parution a été reportée en raison du Covid, mais il n'en sera que d'autant plus utile et important d'en prendre connaissance. Je voudrais également saluer M. Henri Dagrin, délégué général du CIGREF. Vous pilotez, cher Henri, cette association des grandes entreprises et des administrations publiques françaises qui s'est donné pour mission de développer leur capacité à intégrer et maîtriser le numérique. Je voudrais également saluer les élus du Conseil national des barreaux qui, évidemment, ont répondu présents à ce grand rendez-vous. Je voudrais tout d'abord saluer Sandrine Vara. Chère Sandrine, présidente de la commission numérique, au fait de ces questions comme de toute l'actualité liée au numérique du Conseil national des barreaux. Je voudrais également vous saluer, cher Benoît Arvis, élu du Conseil national des barreaux, très présent sur les sujets liés en particulier au RGPD et qui ne ménage pas sa peine sur ces sujets qui sont de plus en plus importants pour la profession. Et bien sûr, le tout animé par Xavier Autain, président de la commission communication, cette commission institutionnelle du Conseil national des barreaux, et qui va piloter ce e-débat comme les précédents, comme les suivants. Merci à tous pour votre présence sur ce sujet qui, vous le savez, me tient particulièrement à cœur. Merci de votre attention et le débat commence. Xavier, la parole. Merci Madame la Présidente, merci Christiane. Un débat très intéressant et visiblement qui répond à un certain nombre de demandes si on voit déjà les questions qui existent. Peut-être peut-on commencer par le début, la chose la plus simple qui est de définir ce que sont les cyberattaques, la cybersécurité. Peut-être que c'est un préalable un peu nécessaire. Et pour ça, je vais demander d'abord l'avis et la définition de M. Dagrin, puis ensuite, on aura l'avis de M. le procureur Leonetti. M. Dagrin. Merci de me donner la parole pour cette partie effectivement introductive et pour bien poser le débat. Quand on parle de cybersécurité, déjà, il faut parler de l'espace dans lequel se déploie cette cybersécurité. Il s'agit du cyberespace. Il faut bien comprendre que le cyberespace est un ensemble extrêmement vaste dans lequel on a beaucoup de choses et dont l'Internet, c'est-à-dire ce qui nous permet aujourd'hui de discuter, n'est que finalement la partie émergée de l'iceberg. Le cyberespace est un ensemble donc très vaste qui est constitué de 3 couches. Une couche physique qui représente l'ensemble des infrastructures qui permettent les communications. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une couche logique,
c'est la couche de tous les logiciels, de tout le code informatique qui permet d'utiliser cette infrastructure physique. Et puis, il y a ce qu'on appelle une couche sémantique. C'est la couche des données, si on peut dire. C'est celle qui permet, qui donne le sens et qui contient toutes les informations que nous allons manipuler au sein du cyberespace. Eh bien, la cybersécurité va traiter de la sécurité, de ces trois couches, la couche physique, la couche logique et puis la couche des données. Alors, la couche des données, on connaît bien, puisque c'est ce que nous manipulons régulièrement. Et par exemple, le règlement général pour la protection des données, que les avocats connaissent bien en général, est un document dans lequel il y a un volet cybersécurité de la donnée qui vise à protéger, bien sûr, cette couche sémantique. Mais également, il n'y a pas de protection de la couche sémantique s'il n'y a pas également une protection des logiciels, de la couche logique et également des équipements, c'est-à-dire de la couche physique. Et pour réaliser la cybersécurité d'un système d'information sur l'ensemble de son domaine, eh bien, on va faire appel à des techniques d'abord de sécurité des systèmes d'information. Ce sont en général donc des dispositions techniques qui vont porter essentiellement sur la couche physique et sur la couche logique. Mais également, on va s'appuyer sur d'autres types de domaines que sont celui de la cybercriminalité, la lutte contre la cybercriminalité, qui est un élément absolument essentiel. Et également, on va mettre en place des mesures de cyberdéfense qui permettent aux États, aux grandes entreprises, aux institutions de protéger leur système d'information critique. Donc, la cybersécurité, c'est un état général recherché pour un système d'information pour lui permettre de résister sur le domaine physique, logique et sémantique à des événements qui sont issus du cyberespace et qui peuvent compromettre soit la disponibilité des systèmes ou des données, soit leur intégrité, soit leur confidentialité. Voilà, je crois que j'ai résumé. Je ne rentrerai pas sur les définitions plus juridiques puisque je suis moi-même non juriste et que je préfère donner donc la parole à monsieur le procureur, s'il le souhaite, à monsieur Leonetti. Merci, monsieur Dagrin. Monsieur le procureur. Merci. Tout d'abord, merci au CNB, à sa présidente, Madame Ferralchoul, pour son invitation, Madame Le Tourneur pour l'organisation de cet événement. Vous répondre très simplement, tout d'abord, je pense qu'il faut démystifier la cybersécurité et il ne s'agit pas d'être Bill Gates pour pouvoir faire de la sécurité. Vous concevez tout simplement, nous ne sommes pas tous ingénieurs ou mécaniciens et pourtant nous conduisons des véhicules tous les jours et nous respectons autant que faire se peut le code de la route. Alors en matière de cybercriminalité, je dirais il y a trois grandes catégories d'infractions, trois grandes catégories de phénomènes et vous allez le voir que pour se sécuriser, il s'agit tout simplement d'avoir des bons réflexes que nous avons déjà dans la vie normale et qu'il faut faire basculer dans ce monde virtuel, c'est-à-dire que vous ne partez pas de chez vous en laissant la porte ouverte, eh bien on ne laisse pas son ordinateur allumé. Trois grandes catégories. La première, la principale. 70% des infractions aujourd'hui qualifiées de cyber sont liées à des escroqueries. C'est-à-dire que hier, l'escroquerie qui était commise sur la voie publique ou via un article dans la presse, une publicité dans la presse, se fait aujourd'hui sur Internet et via les réseaux sociaux notamment. Ensuite, sur les à peu près 30% restants, vous allez avoir quasiment 25% d'infractions liées à l'image. Nous serons dans le domaine du cyberharcèlement, nous serons également dans tout ce qui est pédopornographie, toutes ces infractions liées à la vie privée et à l'image, donc à la gestion des données. Enfin, la pointe de tungstène, je dirais la troisième grande catégorie d'infractions, ces 5% restants, sont véritablement des infractions que l'on pourrait traduire par du hacking, c'est-à-dire des professionnels qui vont juridiquement, on appelle ça une ASTAD, une atteinte à un système de traitement automatisé de données. En traduction, c'est quelqu'un qui rentre sur votre ordinateur sans que vous l'ayez laissé rentrer. C'est un pirate. Eh bien, vous constatez, ce sont 5% des infractions. Ces infractions-là sont les infractions les plus complexes à limiter. Ce sont généralement des infractions qui sont liées à des manœuvres d'espionnage, des manœuvres organisées par des groupes, voire des États.
Mais ce qui veut dire, à contrario, que 95% des infractions peuvent être évitées en ayant des bons réflexes et des systèmes de prévention plus que de protection. Merci beaucoup. Alors, on le voit, ça peut toucher tout le monde, ça peut toucher les particuliers, les entreprises, les collectivités territoriales, l'État. Il y a plusieurs niveaux de prévention, de protection. Quels sont ceux qui sont les plus efficaces et surtout, comment est-ce qu'on met en place un comportement qui a intégré ces cyberattaques et permet d'éviter ce qui est le plus simple et le plus évident comme attaque? Qui veut répondre? Sandrine, Vara, peut-être? Oui, alors le plus simple, effectivement, le problème dans la cybersécurité, c'est toujours la même chose, je pense, c'est l'utilisateur. La première menace, elle vient de l'utilisateur du système informatique qui n'adopte pas des comportements de bon sens. Ce qui apparaît, ce qui a déjà été dit de bon sens dans la vie réelle, n'est pas traduit de manière effective dans la vie virtuelle. On parle d'avoir des mots de passe sécurisés, de fermer sa session lorsqu'on a terminé avec son ordinateur. Et puis, c'est aussi, je pense, l'inconscience collective de ce qui se passe autour. Combien de personnes ont des écrans de confidentialité sur leur téléphone ou sur l'écran de leur ordinateur quand ils voyagent en train? C'est une manière très simple d'avoir accès à des données en ziotant, voilà, dans le train ou dans le bus ou dans tout l'espace public, alors qu'il y a des moyens très simples pour pouvoir se protéger. Parce que se protéger soi, c'est protéger les données qu'on exploite, qu'elles soient, quand on est particulier, des données dans la sphère familiale ou quand on est une entreprise, des données de ses clients. Je pense qu'il faut que chaque personne ait conscience de l'enjeu de la sécurité de ses propres données et des données qu'il communique aux autres. Et peut-être un des premiers éléments qu'on peut signaler, c'est le fameux guide de l'ANSSI sur l'hygiène informatique, qui est un guide très didactique qui permet de poser les bases pour ceux qui auraient des doutes sur comment appréhender le sujet. Alors, il y a pour les plus experts, ça paraît un petit peu enfoncer des portes ouvertes, mais ça permet de recadrer le débat et de bien comprendre comment un comportement qui peut être anodin, c'est-à-dire lire son téléphone dans le train, peut entraîner des risques de fuite de données. Alors là, c'est vraiment dans la sphère très pratique. Après, dans la sphère professionnelle, la prévention, elle passe par, si on n'est pas conscient de pouvoir se protéger seul, de s'entourer des bons interlocuteurs. Le coût de la prévention auprès d'experts informaticiens ou d'experts en cybersécurité sera toujours moins important que le coût de devoir réparer une fuite de données, de devoir signaler à la CNIL une intrusion dans son système et donc éventuellement une fuite de données personnelles. Donc, il faut, comme de manière générale dans la prévention dans tous les secteurs, privilégier, j'ai envie de dire, l'investissement dans la sécurité que de se dire que ça n'arrive qu'aux autres, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres et ça n'arrive pas qu'aux grandes entreprises, même si les médias se font beaucoup plus l'écho des cyberattaques cette semaine ou la semaine dernière, c'était EasyJet et 9 millions de personnes dont les données ont été appréhendées, mais ça n'arrive vraiment pas qu'aux autres et il faut donc, je pense, avoir ne serait-ce que soi-même une conscience d'un comportement avec une hygiène informatique. Et là, je renvoie encore une fois au guide de l'ANSSI qui est très bien fait et qui est très didactique sur le sujet. Monsieur Dagras, sur cette notion d'hygiène informatique, moi j'aime bien le terme d'hygiène informatique, je renvoie à d'autres notions. Vous pouvez apporter des compléments? Oui, merci de me redonner la parole très rapidement. Je crois que pour une entreprise, quelle qu'en soit la taille, c'est vrai que le SIGREF représente en général plutôt les grandes entreprises, mais quelle qu'en soit la taille, c'est la même chose. Il faut d'abord effectivement mettre en place les dispositifs d'hygiène informatique et renvoyer au guide de l'ANSSI. Maître, vous avez parfaitement raison, c'est un excellent guide, il est très bien fait. La deuxième chose, il faut de la formation et de la sensibilisation. Je pense qu'au sein même d'un cabinet d'avocats, régulièrement, la responsabilité du chef d'entreprise, et c'est sa responsabilité directe, c'est de sensibiliser ses collaborateurs et l'ensemble des personnes qui travaillent au sein de l'entreprise à ces sujets de l'hygiène numérique.
Et la troisième chose, c'est d'avoir mis en place des dispositifs qui permettent, en cas d'attaque, qui réussirait, eh bien, de revenir rapidement à une situation acceptable pour l'entreprise. C'est donc d'abord d'avoir effectivement une politique régulière de sauvegarde. Et pour une petite entreprise, ça peut être très simplement avec une politique. Il y a des dispositifs qui permettent de faire ça sur des disques durs, sur un NAS, sur des dispositifs qui sont très accessibles même pour les petites entreprises. Donc, avoir en permanence donc une capacité à avoir un backup de ces données et surtout de ces données essentielles. Et puis, deuxième chose, d'avoir prévu ce cas et d'avoir mis en place ce que l'on appelle un plan de continuité d'activité ou un plan de reprise d'activité. Et on peut le faire assez facilement. Il y a effectivement des tutoriels qui en parlent même sur Internet de manière assez simple. Et toute entreprise devrait aujourd'hui avoir mis en place et déjà un backup et déjà avoir réfléchi à ce plan de reprise ou de continuité d'activité informatique. Monsieur le procureur, ces règles d'hygiène, si elles ne sont pas respectées, aboutissent, on imagine, à un nombre d'infractions dont sont victimes les gens. Est-ce que dans les éléments, dans les dossiers que vous voyez arriver, vous, au parquet, vous vous rendez compte que cette hygiène est intégrée, pas intégrée, que les gens sont d'une grande imprudence dans leur comportement? Je dirais que nous voyons de tout. Heureusement, malheureusement, heureusement, cela veut dire qu'il y a des gens qui ont parfaitement intégré les systèmes de protection et nous voyons arriver des plaintes pour des tentatives. Et évidemment, nous avons l'autre versant des infractions où les gens sont victimes parce qu'ils ont fait confiance. Alors, en matière d'hygiène, je dirais qu'il y a deux questions à se poser. La première fondamentale est de savoir est-ce que je dispose d'informations sensibles? Quelles sont les informations sensibles dont je dispose? Évidemment, la plupart des gens, que ce soit à titre personnel ou professionnel, diront « mais je ne dispose d'aucune information sensible ». Sauf qu'un cabinet d'avocats a de nombreuses informations sensibles. Sans parler d'un cabinet qui va travailler en droit des affaires sur des fusions, acquisitions à venir. Évidemment, on serait sur le droit, le secret des affaires. Mais en dessous, en deçà, une infraction qui sera commise par une personne célèbre peut intéresser des gens tout simplement du fait de communiquer des informations relatives à cette personne. Vous pouvez, sur un dossier sensible, là également, avoir des informations stratégiques. Tout simplement, les fichiers clients, les dossiers, l'ensemble des pièces constitutives de vos clients, pièces d'identité, relevés, factures, déclarations d'impôts, etc., sont des informations stratégiques parce qu'elles servent souvent derrière à des infractions liées à l'usurpation d'identité. Et donc, on peut très bien aller dans un cabinet et se servir dans des bases de données pour récupérer ces informations. Deuxième grande question, après le fait de s'interroger sur quelles sont les informations stratégiques, où sont-elles stockées? Alors évidemment, vous allez dire les ordinateurs, mais réfléchissons aussi à l'ensemble des lieux de stockage. L'information aujourd'hui numérisée se trouve par exemple dans votre photocopieur. Or, un photocopieur qui est en réseau dans un cabinet, généralement il est dans la salle d'attente ou dans le couloir parce qu'il fait trop de bruit. Donc déjà, on peut récupérer des photocopies de projets de contrat, mais aussi se poser la question, si le photocopieur est en réseau, c'est qu'il a un disque dur. Et que donc, lorsqu'il est en panne ou lorsqu'il est remplacé, le disque dur part avec le photocopieur. Sachez que juridiquement, vous pouvez conserver le disque dur parce qu'il détient en son sein des données stratégiques. Et cela peut se reporter dans l'ensemble des champs personnels et également professionnels. Et une petite aparté, lorsqu'on utilise des adresses e-mail, là aussi, on peut se poser la question du lieu de stockage de nos informations sensibles. On voit beaucoup d'adresses en Gmail, Hotmail, c'est-à-dire qui sont liées à des opérateurs américains. Et en tant que juriste, je vous invite à lire les contrats. Vous savez, quand on clique sur le petit bouton, est-ce que vous acceptez les données d'utilisation et les données de contractuels lorsque vous créez votre boîte? Eh bien, si vous lisez tout, vous verrez que l'ensemble des informations qui sont transmises sur ces boîtes appartiennent à Google, par exemple. Et donc, cela pose de véritables questions juridiques, d'autant plus qu'il y a une question de territorialité en termes de compétences de juridiction.
Bon, vous nous avez fait un peu peur, monsieur le procureur. Généralement, je rassure après. C'est ça. Enfin, dans un premier temps, on a donc un peu peur. Et moi, je voudrais que Benoît Arbis nous explique et nous expose un peu ce qui se passe, la particularité des cabinets d'avocats. Comme vous l'avez soulevé, nous sommes détenteurs du secret, nous sommes le gardien du secret que nos clients nous ont donné. Comment ça se traite, comment ça s'appréhende et quels sont les cas auxquels on a pu être confronté, Benoît? Oui, merci Xavier. Alors, il est certain que du point de vue de la cybercriminalité, les cabinets d'avocats, historiquement au moins, n'ont pas été les premiers touchés, ne sont pas les principaux visés, mais il est également certain, c'est une réalité, que les cabinets d'avocats ont en leur sein l'hébergement de données qui sont des données qui sont sensibles et qui sont soumises à une obligation de sécurisation qui est proportionnée à leur sensibilité. Il y a les données des entreprises qui sont souvent couvertes par le secret des affaires, le secret des procédés techniques, technologiques, les brevets, les marques, etc. Et qui sont tout simplement des données avec un enjeu économique très fort. Et puis, il y a les données personnelles, les données des personnes physiques, qui sont des données qui sont couvertes par une protection qui, et c'est pour ça que c'est très bien qu'on tienne le débat aujourd'hui, a été renforcée de manière considérable par l'intervention du RGPD en 2016 et son entrée en vigueur en France en 2018. Et pour faire très simple, le RGPD, c'est l'idée que quand un titulaire de données personnelles confie ses données à un cabinet d'avocats pour qu'il les traite et qu'il s'en serve pour la mise en œuvre d'une action juridique, le cabinet d'avocats est responsable de la sécurisation de ces données en son sein. Alors, j'ajoute une chose, c'est que très souvent, en matière de données personnelles, les avocats traitent en plus des données qui, au terme du RGPD, sont ce qu'on appelle des données sensibles, c'est-à-dire des données qui relèvent, par exemple, de données médicales, qui sont relatives à l'état de santé de la personne. Si vous hébergez, si vous recevez un dossier de responsabilité hospitalière, vous avez des données qui sont couvertes par le secret médical et qui sont des données sensibles au terme du RGPD et qui donc sont soumises à un régime particulier, un régime de protection renforcée. Alors évidemment, dans cette optique-là, on se rend bien compte que les cabinets d'avocats ont, en fait, en termes de données, une responsabilité très importante. Ça ne concerne pas que les données des personnes célèbres. C'est aussi, d'une manière générale, pour n'importe quelle personne physique, toutes les données relatives à sa vie personnelle, à ses finances, à sa situation économique, à ses rapports professionnels, à son état de santé, à sa religion, à ses opinions politiques, syndicales, à sa situation au travail, qui sont concernées. Et ça, pour moi, c'est... il faut que les avocats comprennent bien qu'il faut avoir conscience de la responsabilité que nous avons au terme du RGPD. Alors, malheureusement, les avocats, historiquement, se sont équipés de systèmes numériques de manière un peu désordonnée. D'abord parce que chacun s'équipe un peu comme il veut, il n'y a pas d'harmonisation des pratiques numériques au sein des cabinets. Ensuite, parce que les cabinets d'avocats en France sont beaucoup de PME et que c'est un exercice libéral. Et que dans cet exercice libéral, on peut parfaitement concevoir qu'un avocat se serve d'un ordinateur pour plusieurs usages, un usage professionnel et un usage privé. Mais la réalité du monde dans lequel on vit, c'est qu'aujourd'hui, ces données que gèrent les avocats sont soumises à l'attention de prédateurs et que par ailleurs, ce sont des données sur lesquelles les avocats ont des obligations de protection et de gestion qui se renforcent au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des règles de plus en plus contraignantes. Et alors, si en France, on a assez peu d'études systématiques sur la sécurité informatique des cabinets d'avocats, on sait en revanche
que l'année dernière, au Royaume-Uni, une étude a été menée de manière approfondie par une agence gouvernementale de cybersécurité et une université. Et que auprès de 200 cabinets d'avocats qui sont au Royaume-Uni les 200 plus gros cabinets d'avocats, donc vous voyez des cabinets qui, en théorie, sont de par leurs effectifs et leurs moyens, normalement considérés comme des entreprises de grande taille, eh bien, les chiffres étaient inquiétants. On s'était rendu compte que 91% de ces cabinets d'avocats utilisaient des sites Internet non sécurisés qui les rendaient vulnérables au spam, au phishing ou à des emails frauduleux, que 80% de ces cabinets d'avocats, des 200 plus gros cabinets d'avocats anglais, utilisaient des serveurs email ou des serveurs web avec des failles de sécurité connues de notoriété publique sur Internet, que 21% d'entre eux utilisaient des logiciels qui n'étaient plus mis à jour par l'éditeur, que 23% d'entre eux utilisaient au moins un logiciel dont le certificat de sécurité était expiré et que 80% d'entre eux, 79% pour être précis, utilisaient, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le procureur Xavier Leonetti, au moins une adresse email personnelle ou individuelle relevant d'un grand éditeur type Gmail ou Yahoo, représentant évidemment une menace considérable pour la cybersécurité. Voilà, donc il y a vraiment ce décalage entre la sensibilité de la situation et une certaine, je ne sais pas si on peut dire une inconscience ou une insouciance face à certaines pratiques qu'il est urgent de réformer dans la profession pour que les mesures élémentaires de sécurité ou d'hygiène numérique, comme disait M. Dagrain, soient systématisées et que dans les chiffres évoqués par M. Leonetti et dans notamment l'immense majorité des situations de cybercriminalité qui ne relèvent pas d'attaques techniques élaborées, la menace soit écartée. Merci Benoît. Peut-être que ce sont des questions qui reviennent régulièrement de la part des internautes sur les attaques dont seraient victimes les CARPA, puisque les CARPA sont ces centres de maniement de fonds, des fonds qui sont confiés aux avocats. Peut-être que tu peux nous dire un mot et puis après je passerai la parole à Sandrine pour nous parler plus généralement de ce que fait le CNB et d'un certain nombre de mesures. Oui, merci Xavier. Brièvement, nous avons eu là ce matin des questions en ligne qui portaient. Alors, nous avons eu un intervenant qui nous fait une observation générale constatant que les cabinets d'avocats ne sécurisent pas suffisamment leur système d'information, notamment les boîtes électroniques, adresses sans nom de domaine professionnel, mots de passe peu complexes, ce qui induit des détournements de données, voire des fausses instructions au CARPA. Alors, le fait est que je partage tout à fait ce constat. Et je le partage avec d'autant plus de vigueur que, comme l'ont dit M. Leonetti, M. Dagrain, et comme l'a dit Sandrine Barra, les mesures d'hygiène sont en plus très simples à adopter pour éviter les difficultés. Parlons des fraudes à la CARPA. On sait que quand des fonds sont déposés, la CARPA peut libérer les fonds par des instructions qui sont données et qui circulent par voie électronique. Alors, je ne parle pas de la sécurisation du site de la CARPA en lui-même, mais il est certain que l'avocat a, avec la CARPA, des contacts électroniques qui aujourd'hui se sont entièrement dématérialisés pour des raisons élémentaires de communication dématérialisée. C'est le monde qui vient, le monde actuel qui est dématérialisé, c'est comme ça, et dans lequel, effectivement, si un serveur mail peut être piraté, s'il n'est pas sécurisé, si l'avocat n'a pas une adresse professionnelle, qu'il se sert d'une adresse personnelle, Yahoo, Gmail, je ne veux pas faire de contre-publicité, mais on sait qu'il y a encore beaucoup d'avocats, beaucoup trop, qui utilisent ces adresses personnelles pour des raisons également professionnelles. Et si, par exemple, il a laissé son adresse email
son compte mail connecté sur un navigateur Internet d'un poste informatique qui n'est pas le sien, ou sur lequel il n'a pas pris de mesures de sécurité suffisantes, eh bien, il est très simple, effectivement, pour une personne malveillante, un pirate, de s'introduire dans la boîte mail et de donner des instructions CARPA qui conduiront à libérer des fonds d'une manière qui risque de donner lieu à un détournement. Or, le problème, c'est qu'on fait beaucoup d'efforts pour sécuriser le système de la CARPA, que ce système CARPA est aujourd'hui à la base, en plus d'une législation anticorruption qui est très ambitieuse en France, et que du coup, la survivance chez les cabinets d'avocats de l'usage d'adresses mail et de serveurs mail non sécurisés constitue, aux dépens de la CARPA, un talon d'Achille qui fragilise la profession d'avocat. Merci, merci Benoît. Sandrine Vara, peut-être que tu peux nous parler des pratiques numériques des avocats et des outils du CNB, et puis des recommandations du CNB. Oui, peut-être. Rappelle un peu ce qu'il doit être. Un petit point de rappel. Effectivement, l'institution, Conseil national des barreaux, est quand même très sensible à ce genre, à toute cette problématique et a pour mission de fournir aussi des instruments sécurisés, des outils numériques sécurisés pour la pratique professionnelle des avocats. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que notre mandature a adopté un plan d'investissement dans le numérique important pour procéder à la refonte des applications, à la création de nouvelles applications, mais aussi pour refondre l'infrastructure et nous doter d'une infrastructure propre au Conseil national des barreaux et sécurisée. Et surtout, on a depuis maintenant quelques années, et ces outils sont en cours d'amélioration, le plan est en cours, des outils comme les messageries ou un cloud qui sont sécurisés puisqu'ils sont hébergés par le Conseil national des barreaux et qui garantissent la maîtrise des données, le respect du secret professionnel et de manière générale assurent à l'avocat qu'il a utilisé le bon outil. Parce que, cela a été dit, alors sans approfondir sur les boîtes d'éditeurs américains ou étrangers particulièrement prisées du grand public, mais aussi de certains avocats, on voit une tendance chez les avocats à aller, mais je pense que c'est un phénomène qui est tout à fait généralisé au-delà de la profession d'avocat, d'aller vers des outils qui sont particulièrement ergonomiques, faciles d'utilisation, interopérables les uns entre eux, avec du coup des données qui sont facilement manipulables. C'est-à-dire que plus l'outil est facile d'utilisation, plus on va être séduit, même s'il est gratuit. Mais on sait bien que quand un produit est gratuit, c'est qu'on y retrouve la valeur monétaire est quelque part d'autre, certainement dans l'exploitation de la donnée d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons un effort, nous, au Conseil national des barreaux, dans les outils que nous mettons à disposition et que nous allons mettre les prochains mois à disposition, de favoriser cette interopérabilité et d'aider les avocats à utiliser des outils de manière facile. Donc, nous facilitons l'usage pour faciliter l'appropriation de ces outils. Parce que quand on dit cybersécurité, parfois, on s'imagine qu'il y a beaucoup de contraintes d'accès, qu'il y a beaucoup de portes à franchir avant d'arriver à l'outil, alors que d'autres outils qui, justement, ne fournissent pas ces systèmes de double authentification, par exemple, sont plus favorisés parce que, justement, c'est plus facile et c'est connecté de partout. Ça marche sur le téléphone, sur l'ordinateur, en live, etc. Sauf que ça ne doit pas se faire au préjudice de la protection des données, qu'elles soient personnelles ou non, parce que les données, ce n'est pas que des données personnelles, c'est aussi d'autres types de données. Et la donnée, c'est un actif immatériel, on en parle, qui est très prisé des cybercriminels. Et donc, le CNB met à disposition des outils, ne serait-ce que la messagerie, dont le perfectionnement est encore en cours, serait déjà, si l'usage était généralisé au niveau de la profession d'avocat, un bon signe de protection de l'ensemble des avocats de leurs données transmises par les clients et transmises de manière générale à tous leurs interlocuteurs. Merci Sandrine. Monsieur Lagrève, vous vouliez intervenir sur l'emploi des messageries Gmail, notamment, avec un avis peut-être un peu différent. Oui, ces types de messageries sont aujourd'hui utilisés par quasiment tout le monde. Et
Aujourd'hui, le taux de pénétration d'une messagerie comme Gmail est extrêmement important. Et c'est normal que ce le soit, hein, même si, et je ne fais pas la promotion du tout de Google, je ne suis pas là pour ça du tout, mais on constate qu'elles sont très utilisées et que par ailleurs, ce sont des produits d'abord de grande qualité, hein, la qualité fonctionnelle est évidente, mais également qui possèdent des mécanismes de sécurité qui ne fonctionnent que si on les active. Et ils s'activent de manière extrêmement simple. Et effectivement, si aujourd'hui une messagerie Gmail peut être très facilement corrompue, c'est parce qu'on n'active pas toute la richesse fonctionnelle de la sécurité de ce type de messagerie. Il suffit juste d'aller dans les paramètres de sécurité de la messagerie pour aller activer des dispositifs qui vous permettent de faire de la double authentification, de vous prévenir si vous avez laissé une session ouverte sur un autre équipement que celui sur lequel vous travaillez, et ainsi de suite, qui vous prévient lorsqu'il y a une connexion pour savoir si effectivement c'est une connexion que vous avez sollicitée ou qui est une connexion qui vient de quelqu'un d'autre. Bref, il existe énormément de moyens de les sécuriser. Il faut le dire parce que c'est là aussi un geste d'hygiène numérique que de systématiser l'utilisation des interfaces des fonctionnalités de cybersécurité sur les produits que vous utilisez, que ce soit d'ailleurs à titre personnel ou à titre professionnel. Et il est assez évident que dans des toutes petites structures, la tentation effectivement d'utiliser une adresse en gmail.com est assez évidente, hein, compte tenu de la facilité d'accès à ce type d'outils. En revanche, bien entendu, en tant que chef d'entreprise, vous n'avez pas le droit de ne pas activer les bonnes fonctionnalités de sécurité des outils que vous utilisez. Monsieur le procureur Leonetti, est-ce que c'est… Alors, je vais inverser un peu. On voulait parler d'une question de santé qui nous était posée. On va la poser après. Je voudrais qu'on pose la question de justement activation de ces données de sécurité. Très bien. Mais il n'empêche qu'il y a, vous le signaliez tout à l'heure, des données contractuelles qui font que ces données, lorsqu'elles sont enregistrées auprès de Google, peuvent partir en toute légalité à l'étranger, avec toute la sensibilité que ça peut avoir. Et on le sait, il y a des textes de loi en France qui protègent normalement ce départ de données. Quelle est la marge d'action et comment et quand êtes-vous saisi de ce genre de choses? Alors, je vous dirais, la sécurité doit être abordée sous l'angle humain. C'est-à-dire comment, en pratique, les gens se sécurisent. Et donc, ce n'est pas imposer la sécurité, mais essayer d'adapter la sécurité, d'accompagner les gens dans leur pratique. C'est une excellente question. Et vous voyez, les Américains appellent ça le consent fatigue, la fatigue du consentement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vous demande, en vertu de l'application du RGPD, qu'on vous demande sur un site Internet est-ce que vous acceptez les cookies, tout le monde clique oui. Il y a un taux d'acceptation qui équivaut à peu près 98%. Parce que les gens veulent aller vite. Et ce que disaient les précédents intervenants, c'est que nous sommes dans une logique aussi de faire plus vite et plus simple. Et comme vous le disiez, si c'est gratuit, c'est ce qui se dit généralement, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, mettre en place des barrières de sécurité est nécessaire et le RGPD permet, notamment en matière de données de santé, de protéger les individus, mais l'individu est pris dans un paradoxe. C'est ce que dit Bernard Harcourt, qui est professeur à l'Université de Chicago. Il appelle ça le paradoxe de l'exposition. D'un côté, nous voulons protéger nos données personnelles et dans le même temps, nous allons passer notre temps à faire des selfies et à les publier sur les réseaux sociaux. Et donc, l'individu est pris dans cette contradiction de vouloir protéger ses données, mais données qu'il rend publiques par son usage quotidien. À cela se rajoute la difficulté que, économiquement, le marché est détenu par les GAFAM, les grands opérateurs américains. La Chine est en train, évidemment, de rattraper son retard. Donc, se pose une question d'actualité, d'indépendance, de souveraineté nationale, notamment peut-être avec le débat sur la 5G, se dire est-ce que les choses peuvent évoluer? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la plupart des outils que nous utilisons sont, que ce soit le matériel ou les opérateurs américains, et se pose également, on pourra l'évoquer si vous voulez, puisqu'on parlait du cloud, la législation américaine avec le Cloud Act qui a fortement évolué depuis 2 ans.
Alors justement, on a quelques questions sur le Cloud Act. On aura tout à l'heure, j'espère qu'on aura le temps. Sandrine Barral, l'aspect juridique de cette protection des données sur les messageries. Et puis une question qui nous interroge, nous, CNB, en nous disant, mais est-ce que ce que vous offrez, vous, CNB, comme adresse de messagerie, est-ce que ces adresses sont sécurisées? Est-ce que nous avons assez de sécurité par le CNB? Alors, sur les adresses, j'ai envie de dire grand public, dirons-nous, utilisées à des fins professionnelles et stockées chez des éditeurs américains, effectivement, il appartient quand même à l'avocat qui utilise quelque messagerie qu'elle soit de savoir où se trouvent les données. Bon, chez ces éditeurs, on sait que les données sont le plus souvent à l'étranger. Sauf qu'elles peuvent aussi être, comme certains opérateurs le font, stockées sur des serveurs en France, mais étant des entreprises américaines soumises aux règles américaines. Donc en fait, on ne peut que recommander de privilégier, d'utiliser une messagerie dont on sait où les données sont stockées et qu'elles sont sous l'empire en fait, de la réglementation générale sur la protection des données soumise au RGPD et qu'il n'y ait pas la barrière du Cloud Act. Je pense que c'est la première recommandation qu'on peut faire. Et c'est vrai qu'on peut poser la question, qu'en est-il de la messagerie avocat-conseil.fr mise à disposition par le CNB? Elle est bien stockée sur des serveurs en France. Actuellement, elle est chez un opérateur qui s'appelle SFR, donc bien connu du grand public également. Donc c'est une messagerie bien française, bien stockée chez nous et donc dirigée par une institution française soumise au RGPD. Donc toutes les garanties qu'on peut apporter, elles sont ici. Et cette adresse mail prévoit même, au-delà de la capacité, du lieu de stockage de ces données, elle propose aussi un système de chiffrement, donc pour protéger encore plus les messages de manière individuelle. Donc c'est une messagerie qui est parfaitement conforme, compliante avec le RGPD et la protection des données dans le cadre du secret professionnel. D'accord. Alors, certains demandent même un peu plus loin, est-ce que, à l'instar de la clé USB, ou du cloud CNB, est-ce qu'on peut avoir des packs, des extensions de la visioconférence sécurisée, etc. C'est notre confrère Maître Vallée qui demande ça. Alors, à l'heure actuelle, au jour où je vous parle, il n'y a pas de système de visioconférence mis à disposition par le CNB. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. En revanche, pour un outil qui va sortir prochainement, qui est la plateforme de médiation dématérialisée, on prévoit évidemment d'intégrer un système de visioconférence. Donc, c'est déjà une technologie qu'on intègre et qu'on va maîtriser dans des outils plus généraux et qui n'est pas exclu que dans les prochains mois, on puisse mettre à disposition des confrères aussi des systèmes de visioconférence sécurisés où on sait où vont les données. Ok, merci beaucoup. Une autre question s'est posée, et là pour le coup c'est peut-être M. Leonetti et peut-être Benoît Arbis qui peuvent répondre, sur des données de santé qui seraient volées et la responsabilité que pourrait avoir le professionnel de santé dans cette récolte faite de manière illégale, mais quand même la responsabilité qui pourrait être la sienne dans le vol de ces données. Alors, deux réponses à votre question. La première, un petit rappel, parce qu'on le voit encore très souvent, si le mot de passe d'entrée d'une session sur un ordinateur, le mot de passe est écrit sur un post-it et posé sur l'ordinateur, c'est une infraction pénale aux yeux de la CNIL. Et si la CNIL vient, vous allez vous faire taper sur les doigts très fortement. Donc vous voyez que déjà, il y a une responsabilité à minima de pouvoir sécuriser l'accès. C'est virtuellement ce qui se passe finalement matériellement. Quand vous êtes chef d'entreprise et dans un cabinet d'avocat, vous êtes chef d'entreprise, vous devez sécuriser les accès physiques qui permettent de rentrer dans le cabinet. Eh bien, on ne peut pas répondre à une responsabilité pénale systématique si les données fuitaient vers l'extérieur, mais en tout cas, si des négligences suffisantes sont constatées et que toutes les mesures n'ont pas été prises, oui, alors là, on pourrait engager une responsabilité. Pour l'instant, c'est quelque chose qui n'a pas été réalisé, en tout cas à notre niveau. C'est quelque chose, en tout cas, qu'il faut anticiper parce que les données de santé, et nous nous situons dans une situation
post-Covid, je dis post-Covid, même si on parle encore de deuxième vague, en tout cas où les données de santé ont été mises sous les feux de l'actualité, et donc les malveillants ont bien pris conscience de la valeur de ces données. Et que donc demain, ce seront probablement des intrusions, des attaques, des vols d'informations qui vont se multiplier. Benoît Harvis, mais avant que tu prennes la parole, Benoît, Sandrine, on a plusieurs internautes qui nous demandent de redire le nom du guide de sécurité que tu as énoncé tout à l'heure. Le guide de l'hygiène informatique de l'ANSSI. Voilà, merci. Pardon. L'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Merci. Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Merci, monsieur Dayan. Si je me permets de compléter par rapport à ce qui a été dit également sur les adresses. Quand on parle d'opérateurs français, ils ont un statut juridique avec des obligations. Ce sont des opérateurs d'importance vitale. C'est très important parce qu'ils sont déjà obligés de signaler à l'État et donc au public, à leurs abonnés, si des intrusions graves ont été perpétrées. Et par ailleurs, ils font l'objet d'une protection renforcée. Alors, la liste des opérateurs des OIV est classifiée secret défense. Évidemment, il y en a certains, on se doute bien qu'ils le sont, mais cela, déjà, du fait d'utiliser un certain opérateur, vous renseigne sur un certain niveau de sécurité, en tout cas sur la législation française et européenne. Benoît, sur la fuite de ces données et la responsabilité qui en découlerait? Oui. Alors, je vais juste repartir un tout petit peu en amont. La question de ce professionnel de santé est évidemment très intéressante parce que les professionnels de santé ont à gérer des données qui sont d'une sensibilité assez proche de celle des avocats. Donc, il y a des analogies sur lesquelles on peut raisonner. La première étant je reviens sur ce que je disais, il faut que chez les professionnels de santé, il y ait une prise de conscience qui soit à peu près la même que chez les avocats, de la sensibilité des données qu'ils gèrent, à plus forte raison, puisque eux, littéralement, comme ils ne gèrent que des données de santé, ce ne sont que des données sensibles au sens de l'article 9 du RGPD. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les données sensibles, les données personnelles relatives à la santé de la personne, à ses opinions politiques, syndicales, etc., ce sont des données qui font l'objet d'une protection renforcée dans le cadre européen qui est entièrement applicable en France. Donc, ce professionnel de santé, d'abord, s'il a une fuite de données, il doit déclarer cette fuite à la CNIL parce qu'il est responsable du traitement des données personnelles. C'est-à-dire, si on repart un peu en amont, on sait que toutes les données qu'il reçoit dans son cabinet, il les reçoit au titre du secret médical. Donc ça, ce sont ses obligations, les obligations attachées à son statut de médecin, de dentiste, de professionnel de santé. Et puis à côté, il les reçoit en qualité de responsable de traitement de données personnelles sensibles au sens du RGPD. Et ça, c'est un statut juridique qui est un peu différent, qui n'est pas tout à fait le même. Ce ne sont pas les mêmes textes, ce n'est pas le même cadre juridique, mais c'est une responsabilité des faits équivalents. Quand il a une fuite de données, il doit déclarer cette fuite à la CNIL, il doit avertir immédiatement le titulaire des données personnelles, donc le patient, et il ne faut évidemment pas se tromper de responsable. Le premier responsable, c'est celui qui a piraté ou volé les données, naturellement. Mais ensuite, en second plan, il y a potentiellement sa responsabilité qui peut effectivement être engagée. Et quand la fuite de données est constatée, il est trop tard pour sécuriser le système. Il faut s'interroger en amont. La cybersécurité, c'est d'abord préventif. C'est toujours se demander comment pourrais-je avoir une fuite de données et qu'est-ce que je ferais face à cette fuite de données. Mais savoir comment il pourrait y avoir une fuite de données, c'est une démarche en amont que le professionnel de santé doit réaliser, si possible avec le conseil d'une société prestataire informatique, et s'interroger sur ces outils de gestion dématérialisés des données médicales de son cabinet,
et faire en sorte que tout ce qui est en son pouvoir pour sécuriser la situation soit mis en place. À ce moment-là, c'est une obligation de moyens. Ça n'est pas une obligation de résultat. S'il y a une fuite de données et qu'il a fait le nécessaire à sa disposition et je dirais proportionnellement à ses connaissances scientifiques et à ses moyens et à ses diligences, s'il a fait le nécessaire, il n'y a pas de raison que sa responsabilité soit engagée. Merci Benoît. Alors, deux questions, puis on va malheureusement bientôt terminer, donc si ça peut être des réponses un peu rapides. On nous demande, Sandrine, de faire un point sur les incidents qui sont arrivés aux adresses avocats conseil en début de confinement. Est-ce qu'il y a eu violation? Est-ce qu'il y a nécessité de changer les mots de passe? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, non, il n'y a pas eu de violation. Il y a eu un incident, en fait, un dysfonctionnement chez l'opérateur SFR qui a entraîné une perte de données. Donc, nous avons saisi, on a retrouvé toutes les personnes, les identifiants des personnes qui avaient reçu des messages qui ont été perdus. On avait juste les identifiants numériques, en fait, qui l'expéditeur leur, mais pas le contenu du message. Ils n'ont pas pu être acheminés aux avocats. Donc, nous avons notifié à tous les avocats concernés l'existence de ces messages qui n'ont pas pu leur être délivrés pour qu'ils puissent, eux, voir avec ses interlocuteurs et récupérer ces messages. Donc, il ne s'agit pas d'une violation, mais juste d'un incident technique sur lequel on a répondu. En revanche, je me permets juste de répondre sur est-ce qu'il faut changer le mot de passe. Alors, pour ce problème spécifique, pas nécessairement, mais peut-être de manière générale, pensez à changer mon mot de passe régulièrement parce qu'on a trop l'habitude d'avoir le même mot de passe sur toutes ces bases de données, enfin sur tous ces accès personnels, professionnels, en se disant mais sinon je ne me rappelle pas du mot de passe. Dans le fameux guide de l'ANSSI, on explique la politique des mots de passe qu'il faut employer. Je dirais juste aux gens qui ont peur d'oublier les différents mots de passe, il y a un système très simple qui s'appelle le gestionnaire de mots de passe, où vous, du coup, qui va répertorier tous vos comptes personnels, professionnels, vous les classez comme vous voulez, vous mettez le mot de passe à côté et du coup, vous n'avez plus qu'un seul mot de passe à retenir, c'est celui de l'ouverture de ce gestionnaire de mots de passe. Une fois que vous avez ouvert le gestionnaire de mots de passe, vous pouvez récupérer les mots de passe et les mettre dans les différents systèmes. Donc, pensez bien à utiliser des outils qui vous facilitent ce travail de mémoire et dans tous les cas, peut-être changer quand même le mot de passe parce que surtout si ça fait plus de 6 mois ou 1 an que vous ne l'avez pas changé, c'est une mesure d'hygiène informatique basique. Merci Sandrine. J'aimerais terminer avec vous, Monsieur Dagrin, puisque c'est avec vous qu'on a commencé sur des propos généraux. Il y a plein de choses qu'on n'aura pas abordées, malheureusement, je le regrette, notamment la poursuite et la possibilité de l'effectivité des poursuites avec, on le sait, une délinquance qui est très insaisissable. On nous interroge pour savoir si le kit de sensibilisation qui a été réalisé par cybermalveillance.gouv.fr et ses membres, qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Est-ce que c'est utile? Parce qu'on a bien compris qu'il faut, la meilleure des protections, c'est finalement la prise de conscience de la multiplicité des risques et de leur caractère omniprésent dans notre pratique informatique. Je suis désolé, mais je ne connais pas, je connais bien cybermalveillance.gouv.fr, mais je ne connais pas le kit parce que c'est un kit qui est élaboré pour essentiellement les particuliers et les TPE, les toutes petites entreprises. Et ce sont en général, alors, et sans m'exprimer directement sur son contenu, en général, c'est particulièrement bien fait. Et en tous les cas, ça permet de manière assez simple d'accéder à un niveau de sécurité qui est tout à fait satisfaisant pour soi-même et ses collaborateurs. La notion de sensibilisation est absolument essentielle dans ce domaine. Je crois qu'un chef d'entreprise, même d'une toute petite entreprise, devrait cocher cette case de la sensibilisation aux enjeux de la sécurité de son système d'information tous les 6 mois avec ses collaborateurs, d'y passer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça ne pourrait avoir qu'un effet extrêmement bénéfique pour faire hausser globalement le niveau de sécurité des entreprises. Merci, M. Dagrin. Merci, M. le procureur. Merci, M. Dagrin. Merci, Benoît et Sandrine. Et je donne la parole à notre présidente bien-aimée, Christiane Ferrachou. Merci, Xavier. Le nombre de questions et la richesse des débats prouvent que le sujet est très vaste et nous n'avons malheureusement pas le temps de répondre à tout.
Mais il y a quelques idées forces qui se dégagent de tout ça. D'abord, nous avons retenu que la difficulté vient de ce que le cyberespace, finalement, se fond dans nos espaces privés, nos espaces professionnels, et qu'il nous faut travailler sur les réflexes de base que nous devons avoir. Nous les avons dans le monde physique, c'est-à-dire que nous savons quand il faut fermer à clé sa porte, lorsqu'il faut fermer les volets, nous savons mettre dans un coffre-fort, nous savons hiérarchiser les éléments qui nécessitent une protection. Et l'une des difficultés vient de ce que cette hiérarchisation, nous ne la faisons pas en matière de données. Les données, c'est toute l'intelligence économique aujourd'hui, les données au sens large, le patrimoine informationnel. On est passé des valeurs physiques à ces valeurs totalement dématérialisées. Et nous devons apprendre à les hiérarchiser. Il y a des sujets qui ne posent pas problème, ce qui me permet d'ailleurs de répondre à la question de l'utilisation de Zoom. Zoom, dès lors que nous utilisons Zoom pour des débats qui sont de toute façon publics, il n'y a pas de difficulté. En revanche, on n'utilisera pas Zoom pour des réunions confidentielles, en tous les cas, pas avec les garanties et en l'état des informations effectivement qui circulent. Mais c'est à nous de hiérarchiser. On n'a pas besoin de coffre-fort pour l'intégralité de nos données. On n'a pas besoin de mots de passe doublés d'un SMS, doublés d'un pour absolument tout. Mais là où nous sommes très aidés, c'est par le règlement de protection des données personnelles, parce que souvent, les données personnelles sont au cœur du dispositif. Souvent, pas toujours, attention. Mais lorsque les données personnelles sont dans le dispositif, alors oui, nous sommes astreints à une réglementation qui oblige les chefs d'entreprise à mettre en place ces réflexes. Mais une manière facile de sensibiliser à l'intérieur des entreprises, c'est de bien faire comprendre que, eh bien, on doit réagir comme citoyen avant d'être responsable de ces traitements, et que cette vigilance, nous devons l'avoir aussi bien pour nos données strictement personnelles au sens large que pour les données de la société. Un chiffre qui doit rester dans les esprits, c'est que 80%, je dis bien 80% des violations sont dues à des négligences internes. Il n'y a que 20% finalement, c'est quand même beaucoup, hein, 20%, mais dans le ratio, c'est 20% de volonté intentionnelle de nuire. Mais dans les entreprises, c'est 80% dû à la négligence. Et les 20% qui restent, c'est intéressant aussi de le savoir, c'est en grande majorité des anciens salariés ou c'est critiques internes. Donc, ça veut dire qu'il nous faut réagir. Et pour ce qui concerne plus particulièrement les avocats, ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas la peine de nous arc-bouter derrière le secret professionnel et de brandir le secret professionnel et d'expliquer que le secret professionnel, c'est la clé de tout, si on n'est pas capable d'intégrer la protection du secret professionnel dans l'environnement dématérialisé. Alors, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, Henri, sur l'adresse Gmail, et je suis d'accord avec vous que Gmail est une adresse sécurisée, mais là où le secret professionnel peut intervenir, c'est qu'il suffit d'une procédure de discovery, et monsieur le procureur, vous le savez, une procédure de discovery ouverte aux États-Unis peut permettre, et cela l'a été à de nombreuses reprises ces derniers mois, peut venir sur notre territoire dans des sociétés françaises qui sont des filiales françaises ou qui ont des liens d'une manière ou d'une autre avec les États-Unis. Et là, notre secret professionnel, on a beau le brandir, la règle de la discovery va faire qu'il peut y avoir violation de notre secret professionnel. Donc, il faut être conscient de cela, et dans l'utilisation de l'adresse Gmail, si vous avez la curiosité d'aller regarder les conditions générales d'utilisation, eh bien, vous acceptez la souveraineté
américaine. Donc, ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que oui, il faut faire attention. Ce n'est pas la peine de parler de souveraineté nationale et de souveraineté numérique si on n'intègre pas les verrous pour donner du sens à ce que doit être la souveraineté numérique et cette souveraineté nationale. Et je voudrais simplement attirer l'attention de chacun sur le fait que de plus en plus les clients des cabinets d'avocats, mais au sens large des clients, s'intéressent aux outils numériques utilisés parce qu'ils ont bien compris que quand ils confient quelque chose, le secret, leur dossier, les informations, eh bien, l'habillage et donc l'outil numérique va faire partie du dispositif. Alors oui, ça va créer une fracture numérique, mais les outils, ils n'arrêtent pas d'évoluer. On sait qu'il y a une compétitivité de terrain. Il faut s'intéresser au déploiement de solutions européennes. Et sur ce terrain-là, les États-Unis, la Chine l'ont très bien compris, ont développé, ont investi, ont injecté. Ce n'est pas encore suffisamment le cas de l'Union européenne, qui a pourtant montré sa force avec le RGPD, qui est un formidable outil, qui est vertueux et qui a conduit un certain nombre de pays à créer des dispositifs équivalents. Donc, nous avons cette force, nous avons cette prise de conscience, la France, loi de 1978, si on parle de la loi informatique et liberté, cette capacité à nous d'être responsables. On parle d'une attitude responsable de chacun, c'est en tant que citoyen qu'il nous faut nous insérer et véritablement faire attention, la sécurité sans que ça devienne obsessionnel, mais une prise de conscience est véritablement sur ce terrain. Les chefs d'entreprise ont besoin de conseils, d'assistance, d'accompagnement, la compliance en fait partie. Donc nous avons une autoroute devant nous, à nous véritablement d'y être présents, nous les avocats. Merci à tous pour votre attention. Merci aux intervenants pour ce débat que j'ai trouvé personnellement très riche, instructif et qui n'est que la porte ouverte sur un monde qu'il nous faut plus que découvrir, qu'il nous faut appréhender, maîtriser, comprendre et occuper. Merci.